Après la région du Bassa-Central, Laimbi Kiassa a accueilli le chef de l'État ce matin, une visite de 24 heures qui a commencé par l'inauguration de l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Bodo, après qu'a été M. Kiassa allé pour un grand meeting. La visite d'État de Kiassalé a lieu sans le Premier ministre. Daniel Kablan-Dekan est à Washington où il a eu une série de rencontres. Il a échangé avec des personnalités qui veulent accompagner la Côte d'Ivoire dans la réalisation de nouveaux projets. Au Mali, attentat suicide contre une base des casques bleus, bilan 3 morts. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal décalé. L'actualité oblige et vous allez voir la joie des populations de Bodo à Kiassalé. Le président était sur place ce matin. C'est une population mobilisée qui a accueilli le chef de l'État dans la faveur. D'abord, la visite d'État a commencé par l'inauguration de l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Bodo. C'est le 17 février 2012 que Mme Dominique Ouattara a posé la première pierre de cet édifice en présence du président de l'Assemblée nationale, Premier ministre d'alors. Construit en géobéton, l'hôpital a coûté environ 5,5 milliards. Tous les acteurs qui ont contribué à la réalisation de ce projet ont été distingués. L'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Bodo a donc été inauguré par le président de la République qui fait du bien-être de la population une véritable priorité. Il a salué la réalisation de ce projet et annoncé d'autres bonnes nouvelles. Extrait. Notre ambition est de restaurer en profondeur le système sanitaire sur l'ensemble du territoire national. C'est ainsi que depuis 2011, c'est-à-dire depuis 4 ans, d'importantes infrastructures sanitaires ont été mises à la disposition des populations. Madame le ministre de la Santé en a fait le point tout à l'heure. Je voudrais vous assurer que nous continuerons nos efforts pour l'amélioration du système de santé, pour rapprocher davantage les structures sanitaires des populations et faire en sorte que chaque Ivoirien, où qu'il se trouve, ait accès à des soins de qualité. À cet égard, nous avons entrepris la réhabilitation et l'extension du service des urgences du CHU de Cocody, qui passera de 30 à 90 lits. Cet ouvrage est important et permettra de résoudre le problème crucial des urgences médicales à Abidjan. Les travaux avancent bien et ils seront livrés au public, j'espère en mai-juin 2015. Nous avons également lancé la réhabilitation du CHU de Yopougon, dont les travaux s'achèveront en 2017. Beaucoup d'autres chantiers seront lancés avant la fin de cette année 2015. Notamment l'Institut de cardiologie de Boaké et le Centre de radiothérapie. Chère population de Bodo et de Kiassalé, je suis très heureux de vous remettre personnellement ce jour l'hôpital Saint-Jean-Baptiste. J'ai à cœur de faire oublier aux Ivoiriens les périodes difficiles traversées pendant plus d'une décennie, en raison donc du manque d'infrastructures sanitaires. Je peux vous dire que vous pouvez nous faire confiance, car la Côte d'Ivoire est au travail et la Côte d'Ivoire avance. C'était là un extrait du discours du chef de l'État à l'inauguration de l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Bodo, une infrastructure ultramoderne dotée de toutes les commodités. Voyons tout cela avec Mamadou Kwasi. Bonne nouvelle pour les usagers de l'autoroute du Nord. En plus du centre de secours d'urgence de Nzianois, ils auront au carrefour de Kiassalé un hôpital de référence dans la prise en charge des accidentés de la route. L'hôpital Saint-Jean-Baptiste, situé dans la sous-préfecture de Ndoussi, a 2 pôles d'activité, à savoir les urgences médico-chirurgicales et le pôle mère-enfant. L'hôpital est une réalisation de la Société de culture bananière, SCB, une filiale du fonds de dotation de la compagnie fruitière de Marseille. L'entreprise est soutenue par l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de 800 millions de francs CFA dans le cadre du C2D, le contrat de désendettement et de développement. Coût des travaux, 6 milliards de francs CFA pour la première phase du projet. Cet hôpital confessionnel catholique sera géré par l'Ordre de Malte, une institution humanitaire rattachée au Vatican. Bon, le principe de l'Ordre de Malte est très simple, c'est un principe très humanitaire.
où on accueille le malade dans sa globalité. Toute la notion administrative financière vient après la prise en charge de l'urgence vitale. L'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Tia-Salé-Bodo a une dizaine de services, avec un plateau technique performant à l'image des structures sanitaires internationales. 2 salles d'opération, une salle traumatologie, une salle viscérale, 3 lits de soins intensifs, une unité de stérilisation centrale très performante et particulièrement moderne, un système de climatisation-ventilation des salles en surpression, ce qui est très important pour la lutte contre les infections nosocomiales, une pharmacie hospitalière qui sera essentiellement axée sur des médicaments génériques de qualité pour qu'ils soient facilement accessibles aux populations. Construit avec des matériaux locaux faits de briques de terre compressées, l'hôpital Saint-Jean-Baptiste est destiné aux salariés de la SCB, ouvert à toute la population. Des services seront assurés par des agents du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, des contractuels, ainsi que des religieuses. La phase 2 du projet démarre à partir du deuxième semestre 2015. Elle prend en compte le renforcement de sa capacité d'accueil. Le nombre de lits d'hospitalisation passera de 50 à 100 lits, avec des services supplémentaires et une chapelle. L'établissement sanitaire a été mis en service par le chef de l'État ce matin dans la région de l'Anyébi-Tiassa. Après Cap-sur-Tiassalé, où le président a animé un meeting au stade de la SAFCO devant une population mobilisée. Le chef de l'État a prôné le vivre ensemble à l'instar des autres régions de la Côte d'Ivoire où il est passé. Le président a offert des véhicules à Tiassalé. Des ambulances ont été également offertes par la première dame. Plusieurs dons ont été faits sur place. Autre fait marquant de ce meeting, le président Alassane Ouattara a demandé le soutien des populations pour un deuxième mandat. Nous vous proposons d'écouter maintenant le chef de l'État. Le vivre ensemble a un sens tout particulier à Tiassalé, bien sûr à Sikensi, à Tabo. Et la crise que notre pays a traversée n'a pas affecté la cohésion sociale ici, parce que vous avez tous vécu comme toujours, ensemble, solidaires, et je voudrais vous en féliciter. Oui, je voudrais saluer les acteurs de ce vivre ensemble, qui sont les chefs traditionnels. Merci, honorable chef traditionnel. Les chefs religieux, merci, chers chefs religieux. Les élus, les cadres, je connais beaucoup d'entre eux, et toutes les populations de Tiassalé, de Tabo et de Sikensi. Et je voudrais aussi profiter de ma présence ici pour saluer la mémoire de dignes fils de cette grande région, de cette belle région. Après le meeting, le président va rencontrer les cadres et les chefs traditionnels de Tiassalé pour échanger sur le développement du pays. Après Tiassalé, cap sera mis sur Agboville et la région de la Mé au cours du mois de mai. C'est le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité qui a donné l'information hier aux élus et cadres de ces localités. Ahmed Bakayoko a indiqué que le département d'Agboville sera visité le 4 mai, celui d'Akoupé le 8 mai et le département d'Adzopé le 9 mai. On fait le point avec Abou Sanogo. Salle Félix Houphouët-Boigny de l'hôtel du district du plateau archi-comble. Rencontre entre le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko et les élus, cadres, chefs traditionnels, membres du corps préfectoral et la population de la région de la Mé et du département d'Agboville. Au centre de cette rencontre, les étapes de la visite d'État du président de la République, Alassane Ouattara. Selon le ministre d'État Ahmed Bakayoko, le département d'Agboville sera visité le lundi 4 mai, le département d'Akoupé le 8 mai et celui d'Azopé le 9 mai. Les populations d'Agboville et de la région de la Mé attendent donc réserver un accueil chaleureux et enthousiaste au chef de l'État, Alassane Ouattara. Avant même qu'il arrive, de vous dire, de lui traduire au nom de toutes les populations de la région de la Mé nos sentiments sincères de remerciement que nous saurons lui traduire de façon plus vibrante lors de son séjour les 8 et 9 mai prochains. Nous allons montrer que nos régions sont des régions tout à fait favorables au président Alassane Ouattara, que nos régions sont également favorables au développement. C'est une occasion pour nous
de démontrer que nous nous inscrivons dans la politique de développement du président Alassane Ouattara. Et je vous assure que nous mettrons tout en œuvre pour démontrer que ce peuple adhère à la politique du président. Le président de la République sera dans les chefs-lieux de département et de région. Le 8 mai à Akupé et à Lépé. Le 9 mai à Yakassé à Tobrou. Adzopé abritera le meeting de clôture. Il faut rappeler que ce 16 avril, le président est dans la région de Tiassalé. Parlons maintenant des audiences du président de la République. Le chef de l'État a reçu les lettres de créance de 5 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Ces ambassadeurs ont pour mission de redynamiser la coopération entre leurs pays respectifs et la Côte d'Ivoire. La synthèse avec Awa Touré. Le nouvel ambassadeur du royaume hachémite de Jordanie, Ali Hassan Al-Kayed, entend placer sa mission en Côte d'Ivoire sous le signe du renforcement de la coopération entre les deux pays, avant d'indiquer qu'il a aussi évoqué avec le président de la République Alassane Ouattara les questions liées à la situation au Proche-Orient. J'aimerais d'abord dire que j'ai eu le grand honneur ce matin de présenter, n'est-ce pas, ma lettre de créance à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Donc nous avons eu à échanger sur la situation en Jordanie, notamment les réfugiés que nous recevons en Jordanie et tout ça. Donc ce fut un grand honneur pour moi, n'est-ce pas, d'avoir cette rencontre avec son Excellence. Alejandro Israel Correao Ortega est lui le tout premier chef de la mission diplomatique de la République bolivarienne du Venezuela en Côte d'Ivoire. Il s'est réjoui de sa relation d'amitié et de coopération avec la Côte d'Ivoire car les deux pays partagent la même ambition de développement et d'émergence. Moi, aujourd'hui, je suis l'ambassadeur qui a présenté pour la première fois les lettres de créance en nom du président Nicolas Maduro du Venezuela. Et je suis très content pour ça honneur. En cette occasion, j'ai parlé avec le président de la possibilité pour relancer les liens, les relations de coopération du Venezuela avec Côte d'Ivoire. C'est très important dans le domaine de l'expérience pétrolière que le Venezuela a. Nous sommes prêts pour aider les Côte d'Ivoire aussi en matière éducative avec la coopération interuniversitaire, avec la coopération avec la donation de kits scolaires pour les écoles. L'Espagne et la Côte d'Ivoire entretiennent de très bonnes relations depuis de nombreuses années. Le nouvel ambassadeur du Royaume d'Espagne en Côte d'Ivoire, Luis Prado Covarrubias, veut s'inscrire dans cette dynamique et apporter sa pierre au renforcement de cette vieille amitié. Le moment est propice pour approfondir cette relation et pour resserrer les liens sur les plans économiques, sur les plans politiques et sur les plans culturels aussi. La Côte d'Ivoire est un pays très important en Afrique et c'est un pays qui a beaucoup évolué au cours des dernières années. Et il y a une forte croissance économique, il y a eu aussi une aperture internationale et l'Espagne est très bien placée pour profiter de ces circonstances et devenir encore un pays plus ami avec la Côte d'Ivoire. Je voulais dire aussi que la Côte d'Ivoire est le pays où il y a le plus grand nombre d'étudiants d'espagnol en Afrique. Ça veut dire que la langue et la culture espagnole et des pays qui s'expriment en espagnol est connu en Côte d'Ivoire et c'est la base d'une bonne amitié entre nos deux peuples. Présentant ses lettres de créance au président de la République Alassane Ouattara, l'ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire, Mohamed Abdelaziz Bouguetaya, a souligné que si l'Algérie et la Côte d'Ivoire ont de tout temps entretenu des relations d'amitié, de respect et de confiance, leur coopération n'a jusque-là pas atteint le niveau de leur potentialité. L'ambassadeur Bouguetaya a fait part de ses ambitions au chef de l'État. Je suis en Côte d'Ivoire avec beaucoup d'ambition. L'ambition de resserrer davantage les relations avec la Côte d'Ivoire qui sont excellentes depuis fort longtemps. C'est l'ambition également de
relancer le partenariat avec votre pays et multiplier les flux d'échanges et commerciaux entre nos deux pays, puisque nos relations ne sont pas au niveau des potentialités que nos deux pays recèlent. Nous avons énormément de possibilités de faire beaucoup plus. La République d'Angola nourrit aussi l'ambition de donner plus de dynamisme aux relations qu'elle entretient depuis de nombreuses années avec la Côte d'Ivoire, comme l'a déclaré à son tour son nouvel ambassadeur en Côte d'Ivoire. C'est sous le signe de renforcement des relations qui ont toujours existé entre l'Angola et la Côte d'Ivoire, et surtout le relancement ou la redynamisation de la coopération entre les deux pays. Autre temps fort de cette cérémonie de présentation de lettres de créance au président de la République Alassane Ouattara, le cérémonial militaire. C'est un détachement de la garde républicaine de Treichville, placé sous les ordres du capitaine Koulibaly Meka, qui a rendu les honneurs militaires à ses 5 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Et toujours au palais présidentiel, le chef de l'État a échangé avec le vice-président de la société pétrolière Anadarko. C'est un producteur pur qui gère l'exploitation de gisements, mais pas le raffinage. Au cœur de la rencontre, le point des investissements du groupe en Côte d'Ivoire. Awa Touré. Signe que le secteur pétrolier en Côte d'Ivoire est en plein essor. Le vice-président du groupe Anadarko, Robert Daniel, est venu informer le président de la République Alassane Ouattara de l'avancée des projets d'évaluation en eau profonde. Nous avons informé M. le Président de la République de l'avancement de nos projets qui sont importants, qui prennent un nouveau tour. Et nous venons lui présenter des nouvelles étapes très importantes pour lesquelles nous souhaitons tout son appui pour accélérer les travaux avec Petroci et le ministère. Le groupe Anadarko est une société américaine spécialisée dans l'exploitation pétrolière et gazière. D'Abidjan, on part à Washington où le Premier ministre y est pour prendre part aux assemblées de printemps de la Banque mondiale. Sur place, Daniel Kablan-Duncan a eu des rencontres. Il a échangé avec les responsables de l'agence multilatérale de garantie des investissements qui envisage accompagner la Côte d'Ivoire dans la réalisation de nouveaux projets. Notre envoyé spécial, Sylvie Touré. Washington DC ce mercredi. À l'agenda du Premier ministre, une rencontre avec Keiko Honda, la japonaise assure la vice-présidence de la MIGA, l'agence multilatérale de garantie des investissements. Cet organisme de la Banque mondiale accompagne la Côte d'Ivoire pour sa reconstruction post-crise. Elle y est pour beaucoup dans l'extension de la centrale thermique d'Azito, la construction du 3e pont d'Abidjan, ainsi que pour bien d'autres projets d'infrastructure. Nous avons une structure qui est vraiment intéressé par la Côte d'Ivoire, qui estime que voilà un pays qui est sorti de crise il n'y a pas longtemps et qu'en 3 années, avec des croissances de 9% en moyenne, voilà un pays qui est porteur. Il faut l'appuyer de manière à ce que ça donne l'exemple et puis donc de la force à toute la communauté africaine pour aller donc de l'avant. La MIGA veut s'engager avec la Côte d'Ivoire sur de nouveaux chantiers, notamment les projets énergétiques de Songon et Abata, ainsi que les centrales hydroélectriques. Elle va également accompagner la Côte d'Ivoire dans la construction de l'université de San Pedro et dans la réalisation du train urbain. Nous ne sommes pas encore arrivés à la limite du potentiel du pays. On essaie d'appuyer les centrales thermiques, les centrales hydroélectriques, les universités que le pays est en train de construire. Je voudrais vraiment engager le secteur privé dans la croissance du pays, certainement sur les projets que j'ai déjà mentionnés. Depuis 2012, ce sont au total des garanties de 414 milliards de francs CFA que la MIGA a émises en faveur de la Côte d'Ivoire, soit un dépassement de ses engagements initialement fixés à 350 milliards de francs CFA sur la période 2012-2015.
Et ici à Abidjan, le ministre Ahmed Bakayoko assure l'intérim du Premier ministre. Ahmed Bakayoko a donc reçu une délégation conduite par Jean-Louis Paré, directeur international de la Société Générale. Les deux hommes ont échangé sur l'évolution des activités de la multinationale en Côte d'Ivoire. Des pluies diluviennes s'annoncent encore cette année sur les villes ivoiriennes. Face aux menaces d'inondation qui pointent à l'horizon, l'État a décidé de mener une grande campagne de sensibilisation auprès des populations. Hier, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a lancé cette campagne initiée par l'Office national de la protection civile. L'objectif visé est 0 mort pendant la saison des pluies. Abou Sanogo. La campagne de sensibilisation contre les effets néfastes des pluies diluviennes lancée par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Elle vise à prévenir les risques d'inondation, d'effondrement de maisons et d'éboulement de terrain. Cette campagne a aussi pour but d'avertir les populations sur les dangers auxquels elles s'exposent en vue de les inciter à libérer les sites dangereux, d'où le thème « Quelle prévention pour une population protégée contre les accidents domestiques et les inondations ?» Une initiative de l'Office national de la protection civile. Nous allons tout mettre en œuvre pour qu'on atteigne cet objectif 0 mort. Mais malheureusement, s'il advenait que des catastrophes survenaient et que des pertes en vies humaines étaient constatées, nous devons également montrer la force de réaction rapide du gouvernement à travers les structures spécialisées. Pour le ministre d'État Ahmed Bakayoko, le gouvernement mettra tout en œuvre pour réduire les effets néfastes des pluies diluviennes. Par ailleurs, il exhorte les populations à quitter les zones à risque, car la météo prévoit cette année des pluies diluviennes. Demander à toutes les populations qui sont dans des zones à risque, les zones identifiées comme telles par tous les services compétents, de ne pas rester sur ces sites. Car rester sur ces sites, c'est mettre la vie de leur famille, leur propre vie en danger. Je veux que nous puissions le répéter partout. À ce jour, sur les 52 sous-quartiers à risque identifiés dans les communes d'Abobo, d'Adjamé, d'Atekoubé, de Yopougon et de Cocody, plus de 80% ont été libérés. Tout sera mis en œuvre pour que la totalité des sites identifiés soient libérés pour le bien-être des populations. Autre sujet, le bilan des projets de réhabilitation agricole et de réduction de la pauvreté, ainsi que l'appui à la production agricole du district du Zanzan a été fait récemment. Ces projets ont pour but d'améliorer les conditions de vie des populations. Norbert Zéhi et Thérèse Tapeyoboué pour plus de détails. Les projets de réhabilitation agricole et de réduction de la pauvreté (PRAREP), ainsi que les projets d'appui à la production agricole et à la commercialisation (PROPACOM) ont été mis en œuvre en Côte d'Ivoire en 2010 et 2012. Ces projets, qui ont pris fin en décembre dernier, étaient financés par le Fonds international de développement agricole, FIDA. Ils visent essentiellement à améliorer durablement la sécurité alimentaire, les moyens de production et les revenus des populations dans leurs zones d'intervention. Ainsi, l'antenne de Bondoukou a réalisé au niveau de la production 37 tonnes de semences certifiées et 23 tonnes de semences commercialisées à hauteur de plus de 5 millions de francs CFA au profit des producteurs. Le projet a produit également 486 tonnes de riz paddy, 333 tonnes d'igname et 577 tonnes de manioc. Le PRAREF nous a aidé beaucoup. Nous sommes beaucoup contents de ce projet. On est prêts à faire le travail qu'ils vont nous demander. Au terme de ce bilan, les participants ont fait des recommandations qui sont, entre autres, la réduction du coût des intrants, l'identification des retenues d'eau, la simplification des procédures de passation de marché. Le secrétaire général 1 de la préfecture de Bondoukou, Khalidja Kwame, s'est félicité des résultats des projets qui ont aidé les bénéficiaires à améliorer leurs conditions de vie. Qu'appelle-t-on route rurale? Comment garantir leur entretien durable en Côte d'Ivoire? Des préoccupations au centre d'un atelier à Grand Bassam. Une stratégie pour soutenir le monde rural et le secteur de l'agriculture a été arrêtée. Le financement de l'opération s'élève à 75 milliards. Il est mobilisé par la Banque mondiale, la France, l'État et les filières agricoles, nous dit Franck Quadio.
Ce premier atelier vient d'identifier les principales difficultés rencontrées dans la gestion des routes rurales. Faute de routes, au moins 30% de la production agricole ivoirienne reste inaccessible. L'unité de coordination du projet d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire, PISAC, initiatrice de la réflexion, entend faciliter la mise en commun de toutes les ressources publiques et privées pour l'entretien durable des routes rurales. Une route sur laquelle il y a une plantation, donc disons d'EVA, de palmiers, eh bien, il est intéressant que ces producteurs s'entendent parce qu'ils vont utiliser cette même route. Chacun va voir, compte tenu de sa production, ce qu'il peut apporter. Quand leurs moyens ne suffisent pas, faire appel à l'État en disant nous avons mobilisé telle somme, il faut que tu nous complètes pour que nous achevons. L'État devrait pouvoir faire un effort dans ce sens. Les filières agricoles bénéficiaires des routes rurales trouvent dans cet atelier un cadre pertinent pour faire avancer la dynamique de mutualisation des efforts sur le terrain. Le projet d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire, PISAC, va investir 75 milliards de francs CFA dans le monde rural. Les fonds sont mobilisés par la Banque mondiale, la France, l'État de Côte d'Ivoire et les filières agricoles ivoiriennes. Et toujours dans le domaine de l'agriculture, les membres de la Société coopérative agricole du canton d'Amélékia font le bilan de leurs activités. Il s'agissait pour cette coopérative de faire le bilan moral et financier de la campagne agricole 2013-2014 de cacao qui révèle comme prime de certification la somme de 261 millions de francs CFA. Honorine Aingori. Les membres de la Société coopérative agricole du canton Amélékia à Abengourou ont produit du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2014 environ 2858 tonnes de cacao sur une prévision de plus de 2973 tonnes. Ce rapport d'activité révèle en outre que la société coopérative engagée dans les projets de certification a pu commercialiser au cours de la campagne écoulée plus de 2400 tonnes de cacao certifiées. Ainsi, elle a engrangé la somme de 261 millions de francs CFA comme prime de certification, dont la moitié a été distribuée aux producteurs. Malgré cette performance, des difficultés entravent la bonne marche de cette entreprise agricole. Au dire de ses dirigeants, elle traîne une dette de plus de 65 millions de francs CFA. À cette rencontre bilan, le sous-préfet d'Amélékia, Marc Kwadjo a félicité les membres de cette coopérative pour l'excellent travail abattu avant de les exhorter à l'épargne. Quant au délégué régional du Conseil Café Cacao, Évariste Hello, il a annoncé l'arrivée d'importants appuis en intrants agricoles et en produits phytosanitaires dans les jours à venir à la Société coopérative agricole d'Amélékia. Le Conseil du coton et de l'ANACAD veut s'assurer du respect des prix de l'ANACAD fixés par le gouvernement pour la campagne 2015. Des comités de veille et de suivi de la commercialisation ont été mis en place pour veiller au bon déroulement de la campagne. Pour se rendre compte du bon fonctionnement de ces comités, des tournées ont été effectuées dans les régions de l'Ifou et du Bélier. Reportage Soro Corona, commentaire Charles Tato. Pour veiller au strict respect du prix de l'ANACAD fixé au cours de la campagne 2015, des comités de suivi et de veille ont été mis en place dans les zones de production. Ces comités, présidés par les préfets et sous-préfets, ont pour mission de prendre toutes les dispositions pour l'application des prix bord-champ et des prix magasins. Le Conseil du coton et de l'ANACAD sillonne les régions pour échanger avec les membres de ces comités. Dans les régions d'Ifou et du Bélier, il a été question de voir le fonctionnement de ces comités, relever les difficultés rencontrées et trouver des solutions pour la suite de la campagne. Le Conseil du coton et de l'ANACAD exhorte les comités à mettre fin à la sortie illicite de l'ANACAD du territoire ivoirien. Les différents prix fixés par le gouvernement sont respectés par tous les acteurs de la filière. Ces prix connaissent des hausses. Le prix plancher bord-champ qui était de 275 est aujourd'hui pour Yam Sokro compris entre 275 et 350 francs. Et la vente par boîte de tomates n'est pas une unité de mesure pour l'ANACAD. Il n'y a que les bascules stickées et certifiées par
le ministère du Commerce qui sont les instruments légaux de pesage. Pour contrôler efficacement le respect des prix, le Conseil du coton et de l'anacarde a mis à la disposition des comités des documents. La Côte d'Ivoire compte produire, au titre de l'année 2015, plus de 600 000 tonnes de noix de cajou. Intéressons-nous à l'éducation nationale. Bientôt, les examens à grand tirage pour préparer une bonne reprise des cours et entrer dans la dynamique de ces examens à grand tirage. Les membres du syndicat national du personnel d'éducation ont profité de leur conseil national annuel pour faire de la formation à la citoyenneté une priorité nouvelle. Abou Sanogo pour plus de détails. Les éducateurs et autres inspecteurs d'éducation, membres du SINAPESI, le syndicat national des personnels d'éducation, sont venus nombreux prendre part à ce conseil national autour du thème « Promouvoir les activités vie scolaire pour une école ivoirienne, véritable lieu de formation à la citoyenneté ». Cet appel au civisme syndical se veut rassurant pour les élèves et leurs parents en cette période critique des examens de fin d'année qui avancent à grands pas. Pour le secrétaire national du SINAPESI, Boukari Kwadjo, faire désormais du renforcement des capacités de ses membres est la préoccupation majeure du SINAPESI. Elle vise aussi à amener l'autorité et les autres acteurs de l'école à mieux appréhender les autres fonctions et attributions de l'éducateur. La mission de l'éducateur n'est pas connue. On pense que l'éducateur, c'est celui qui inscrit l'élève, c'est celui qui surveille les devoirs, mais il y a 3 autres pans qui sont négligés. C'est le suivi psychosocial, l'animation socio-éducative. On a remarqué qu'en établissement, nous sommes souvent très mal utilisés. Souvent, les éducateurs sont utilisés comme des vaguemestres. Ce conseil va redorer le blason de l'éducateur ou de l'inspecteur que nous sommes. Tout au long de son exposé, le premier responsable de cette corporation des éducateurs et inspecteurs d'éducation s'est évertué à montrer que les éducateurs et inspecteurs d'éducation sont aussi qualifiés de par leur formation pour faire du suivi psychosocial, de l'animation scolaire et surtout de l'éducation à la citoyenneté. Pour Boukari Kwadjo, les autorités et les autres acteurs de l'école doivent désormais regarder les éducateurs avec un prisme plus valorisant. Il ressort de cette assemblée annuelle que la journée nationale du personnel d'éducation sera désormais célébrée le 13 avril. Hors de nos frontières, et c'est en image. Au Mali, au moins 3 civils ont été tués mercredi près de Gao, dans le nord du Mali, dans une attaque suicide contre les soldats de l'ONU. Attaque qui a également fait 16 blessés, dont 9 casques bleus nigériens. Information donnée par la mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA. C'est la fin de ce 13h décalé, supervisé par Adama Kone. Merci de votre fidélité.